Partie 1. Au sommet des marches de la grande pyramide de Gizeh, une jeune femme riait et l'appelait. Robert, dépêche-toi, décidément j'aurais dû épouser un homme plus jeune. Son sourire était magique. Il s'efforçait de la suivre, mais ses jambes étaient 2 blocs de pierre. Attends-moi, supplia-t-il, s'il te plaît. Alors qu'il recommençait à grimper, la vision se brouilla. Son cœur cognait comme un gong à ses oreilles. Je dois la rattraper. Mais quand il leva de nouveau les yeux, la femme avait disparu. À sa place tenait un vieillard aux dents gâtées. L'homme regardait vers le bas, un étrange rictus retroussait ses lèvres. Puis il poussa un cri d'angoisse qui résonna dans le désert. Robert Langdon se réveilla en sursaut de son cauchemar. Le téléphone sonnait à côté de son lit, émergeant péniblement. Il décrocha l'appareil. « Allô ? Je cherche à rejoindre Robert Langdon » fit une voix d'homme. Langdon s'assit dans son lit et essaya de reprendre ses esprits. C'est lui-même. Il cligna des yeux en tournant la tête vers son réveil numérique. Celui-ci affichait 5h18 du matin. « Il faut que je vous rencontre sur le champ. »« Mais qui êtes-vous ? Je me nomme Maximilien Kohler. Je suis physicien, spécialisé en physique des particules pour être précis. »« Quoi ?» Langdon se demandait s'il était vraiment réveillé. « Vous êtes sûr que je suis le Langdon que vous cherchez ? Vous êtes professeur d'iconologie religieuse à Harvard. Vous êtes l'auteur de 3 ouvrages sur les systèmes symboliques. Et savez-vous l'heure qu'il est ? Excusez-moi, j'ai quelque chose à vous montrer. Il m'est impossible d'en parler au téléphone. » Langdon poussa un marmonnement entendu. Ce n'était pas la première fois. L'un des risques qui guettent l'auteur de livres sur la symbolique religieuse, c'est justement ce genre d'appel d'illuminés. Ils viennent de recevoir un message de Dieu et ils demandent confirmation aux spécialistes. Le mois précédent, une danseuse de cabaret de Tulsa, dans l'Oklahoma, lui avait promis la nuit d'amour de sa vie s'il prenait l'avion pour authentifier le signe de croix qui venait d'apparaître sur sa housse de couette. Langdon avait baptisé ce nouveau cas le Swear de Tulsa. « Comment avez-vous eu mon numéro ?» demanda Langdon en essayant de garder son calme malgré l'heure matinale. « Sur le web, sur le site de votre bouquin. » Langdon fronça les sourcils. Il était parfaitement sûr que le site de son livre ne donnait pas son numéro de téléphone privé. Ce type mentait de toute évidence. « Il faut que je vous voie, insista l'autre. Je vous paierai bien. » Langdon sortit de ses gonds. « Je suis désolé, mais vraiment, je n'ai rien à... Si vous partez tout de suite, vous pouvez être ici vers... » « Je n'irai nulle part. Il est 5h du matin. » Langdon raccrocha et se laissa choir sur son lit. Il ferma les yeux et essaya de se rendormir. Peine perdue, il était trop contrarié. À regret, il enfila son peignoir et descendit au rez-de-chaussée. Robert Langdon traversa pieds nus le grand salon vide de sa demeure victorienne du Massachusetts et se prépara le remède habituel des nuits d'insomnie, un bol de chocolat instantané en poudre. La lune d'avril filtrait à travers les portes-fenêtres et animait les motifs des tapis orientaux. Il balaya la pièce de regard. Ses collègues le taquinaient souvent sur son intérieur. Celui-ci évoquait davantage, selon eux, un musée d'anthropologie qu'une habitation privée. Ses étagères étaient bondées d'objets d'art religieux du monde entier, un équaba de Ghana, une croix en or espagnole, une idole cycladique de la mer Égée et même un rare bocus tissé de Bornéo, symbole de jeunesse éternelle porté par les jeunes guerriers indonésiens. Assis sur son coffre, Maharishi en cuivre, Langdon savourait son chocolat en surveillant d'un œil distrait son reflet dans la baie vitrée. L'image déformée et pâle évoquait un fantôme. Un fantôme vieillissant, songea le professeur, cruellement rappelé à la réalité de sa condition, un esprit jeune dans une enveloppe mortelle. Âgé d'environ 40 ans, Langdon, qui n'était pas beau au sens classique du terme, était le type même de l'universitaire à la maldistinction qui, selon les collègues du sexe féminin, plaît tant aux femmes. Avec ses tempes argentées qui rehaussaient une belle chevelure encore brune, son impressionnante voix de basse et le large sourire insouciant d'un grand sportif, Langdon avait gardé le corps du nageur de compétition qu'il avait été à l'université. Et il veillait à maintenir en forme son 1m80 longiligne et musclé en s'imposant chaque matin 50 longueurs dans la piscine du campus. Ses amis l'avaient toujours considéré comme une énigme, tour à tour, moderne et nostalgique, il semblait changer de peau à volonté. Le week-end, on pouvait le voir se prélasser sur une pelouse, discutant en conception assistée par ordinateur ou histoire religieuse avec des étudiants. Parfois, on l'apercevait en veste de tweed sur un gilet à motif cachemire dans les pages d'un magazine d'art ou à la soirée d'ouverture d'un musée où on lui avait demandé de prononcer une conférence. Ce grand amoureux des symboles était sans aucun doute un professeur qui ne faisait pas de cadeaux et exigeait une stricte discipline de ses élèves. Mais Langdon était aussi le premier à pratiquer l'art oublié du bon rire franc et massif, selon sa bizarre expression dont il vannait les mérites.
Il adorait les récréations et les imposait avec un fanatisme contagieux qui lui avait valu une popularité sans mélange auprès de ses étudiants. Son surnom sur le campus, le Dauphin, en disait long sur son caractère bon enfant, mais aussi sur sa capacité légendaire de multiplier les feintes pour tromper l'équipe adverse lors des matchs de water-polo. Soudain, le silence du grand salon fut de nouveau troublé, cette fois par une sorte de cliquetis que le quadragénaire à demi assoupi ne reconnut pas tout de suite. Trop fatigué pour s'emporter, Langdon esquissa un sourire las. Le cinglé de tout à l'heure ne s'avouait pas vaincu, assez fou de Dieu. 2000 ans qu'ils attendent le Messie et ils y croient plus que jamais. Les sourcils froncés, il rapporta son bol vide à la cuisine et gagna à pas lents son bureau lambrissé de chêne. Le fax qui venait d'arriver luisait faiblement sur le plateau. En poussant un soupir, il s'empara de la feuille et l'approcha de ses yeux. Aussitôt, il fut pris de nausée. C'était la photo d'un cadavre. On l'avait entièrement dénudé, on lui avait tordu le cou jusqu'à que sa tête regarde derrière lui. Sur la poitrine de la victime, une terrible brûlure renforçait l'atrocité de ce meurtre. L'homme avait été marqué au fer rouge. On avait gravé un seul mot dans sa chair. En termes que Langdon connaissait bien, très bien. Ses yeux restaient rivés, incrédules, sur les étranges caractères gothiques. Illuminati, balbutia Langdon, le cœur battant à tout rompre. Ce n'est quand même pas. D'un mouvement lent, appréhendant ce qu'il allait découvrir, il fit pivoter le fax à 180 degrés. Lut le mot à l'envers, il eut le souffle coupé, à peu près comme s'il venait de se prendre un coup de poing en pleine poitrine. Illuminati, répéta-t-il dans un murmure. Abasourdi, Langdon s'affala dans une chaise. Il resta pétrifié, sous le coup de la commotion qu'il venait de recevoir. Peu à peu, ses yeux furent attirés par le clignotement du voyant rouge sur son fax. Celui qui avait envoyé ce fax morbide était au bout du fil. Il attendait de lui parler. Langdon resta longtemps sans bouger, à fixer ce petit clignotant redoutable. Puis en tremblant, il décrocha le combiné.